Si juste après avoir vu cette vidéo, t'as brutalement envie de quitter tes études ou de désinscrire tes gosses, je ne suis pas responsable. L'IA, elle, peut-être. Elle déboîte les étudiants en médecine sur des examens reconnus, pareil pour les étudiants de droit à l'examen du barreau, pareil en compta, en fisca. Pour te donner une idée, l'IA est passée de 50 à 150 au test de QI entre 2015 et aujourd'hui. Et si seulement c'était le seul problème. Inflation, course au diplôme, destruction de la classe moyenne, incapacité du système éducatif à suivre la réalité économique du monde du travail, il y a de quoi se faire du souci. Voilà pourquoi, il y a 3 ans et demi, j'ai fait le choix de définitivement quitter mes études à l'université Panthéon-Assas pour me lancer à mon compte, alors même que j'étais plutôt bon élève. Bon, du coup, je vais t'expliquer tout ça. Rappelle-toi bien que ce ne sont que mes convictions personnelles, ce n'est en aucun cas une invitation à quitter tes études, tu es maître de ton destin. Sauf si l'IA t'a buté d'ici là, on va en parler. Je voudrais d'abord te partager quelques données, quelques chiffres assez explicites concernant le marché du travail et son évolution, et concernant l'économie de façon globale. Il y a une première donnée qui est très alarmante, c'est l'évolution du nombre d'inscrits en école de commerce de 1980 à 2024. Tu vois qu'en 1980, on était sur 15 000 inscriptions en école de commerce, et aujourd'hui, en 2024, on est sur 250 000 inscriptions. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une trentaine d'années, enfin d'une quarantaine d'années, on a fait x16 sur le nombre d'inscrits. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer cette donnée avec l'évolution de la population française sur cette même période. Et tu vois qu'on était 55 millions en 1980 et on est près de 70 millions en 2023. C'est-à-dire que pendant que le nombre d'inscrits en école de commerce a fait x16, eh bien la population, elle, n'a fait que x1,23. On peut regarder aussi le nombre d'étudiants qui s'inscrivent dans l'enseignement supérieur et grosso modo, il a fait x2,7, toujours de 1980 à 2024. Et donc tous ces chiffres, eh bien, ils sont très lourds de conséquences. D'abord, on le sait, les écoles, c'est tout simplement le produit des grosses boîtes. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand tu sortais d'une école d'ingénieur, quand tu sortais d'une école de commerce, bah c'était à peu près la garantie pour les grosses boîtes d'avoir un salarié qui fasse à peu près correctement le job. Tu savais que s'il était rentré dans ce genre d'école, il faisait un minimum preuve de résilience, il avait appris à apprendre, il rentrait bien dans les cases. C'est pas péjoratif, hein, mais quand tu sortais de ce genre d'école, ça proposait une certaine garantie pour les grosses boîtes. On va voir que ça a changé, je vais t'expliquer pourquoi. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant qu'on a beaucoup trop de diplômés, eh bien il n'y a plus de place pour tout le monde. Et par la loi de l'offre et la demande, naturellement, ça vient faire pression à la baisse sur les salaires, ça ne garantit plus la stabilité de l'emploi. Et d'ailleurs, ça se vérifie, hein. Moi j'ai 23 ans, j'ai beaucoup de potes qui sortent de ce genre d'école, bah franchement ça galère. Soit ils sont contraints d'accepter des jobs qui proposent des salaires pas à la hauteur de leurs exigences ou pas à hauteur de ce qu'on pouvait trouver il y a 10 ou 20 ans, ou alors, bah voilà, c'est le chômage quoi. Donc voilà, on assiste à un phénomène de course au diplôme. Aujourd'hui, le bac+5 n'est plus du tout aussi prestigieux qu'avant, c'est presque devenu une banalité. D'ailleurs, il suffit de regarder, à l'époque, quand tu disais que tu étais ingénieur il y a 20 ou 30 ans, c'était quand même vachement prestigieux. Aujourd'hui, ingénieur, ça veut tout et rien dire. Il reste une certaine élite dans les grandes écoles d'ingénieurs, mais globalement, si on est honnête 2 secondes, il y a plein d'écoles, dont certaines, voilà, qui sont un peu de la branlette, tu rentres comme tu veux, tu peux faire un petit concours. Moi, j'ai connu des camarades de lycée qui, honnêtement, avaient 8 de moyenne, ils ont bossé pendant 1 mois le concours, ils ont pu rentrer dans ce genre d'école, et derrière, tu branles rien pendant 5 ans. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il y a la réalité économique qui nous rattrape. C'est-à-dire que le diplôme n'étant plus une garantie de niveau, bah les grosses boîtes elles se retrouvent avec des gens profondément incompétents, des gens profondément surdiplômés, qui ne peuvent plus du tout justifier de leur salaire. Et donc bah forcément la réalité nous rattrape et un salarié pas rentable, il a beau avoir des diplômes, en France quelqu'un que tu payes 2500 net, il va coûter 5000 à la boîte, il te coûte 60 000 à l'année, bah faut quand même qu'il justifie d'un certain intérêt économique pour la boîte quoi. D'ailleurs on le voit également avec Elon Musk quand il est arrivé à la tête de Twitter, il a licencié la moitié des effectifs et bah, la boîte se porte très bien. Et pareil pendant le C19, il y a plein de boîtes qui ont licencié un tiers des effectifs sans pour autant impacter la croissance de la boîte. Alors on peut se demander si finalement ça va pas donner des idées à beaucoup de gens, si on va pas continuer dans cette direction quoi. Et donc cette fameuse dévalorisation du diplôme fait qu'on donne beaucoup moins de crédit à celui-ci, et tu le sais en France, le diplôme c'est un petit peu une religion. Depuis la nuit des temps, on y accorde énormément d'importance, parfois il y a certains postes indépendamment de ta compétence que tu ne peux pas atteindre si t'as pas le bon diplôme. Bah moi mon pari, et d'ailleurs ça se vérifie de plus en plus, c'est que tout pousse à dire qu'on va de moins en moins regarder le diplôme, même en France. Alors attention, je dis pas que ça se fera du jour au
au lendemain. Mais voilà, quand on compare au reste du monde, la France regarde particulièrement les diplômes. Tu vas aux États-Unis ou à peu près partout sur Terre, on va davantage regarder ce que tu fais. Alors je dis pas que c'est pas le cas en France, hein, mais on accorde quand même beaucoup d'importance au diplôme. Mais comme celui-ci ne vaut plus rien, comme tout le monde a un bac plus 5, et comme on accorde beaucoup moins, enfin comme c'est plus la garantie d'avoir quelqu'un de compétent, bah finalement tout pousse à penser qu'on va le regarder de moins en moins. Alors, deuxième réflexion intéressante, ça concerne l'économie un peu de façon globale, c'est la destruction de la classe moyenne, et on va parler également d'inflation des pauvres et d'inflation des riches. Alors c'est dit de façon un peu vulgaire, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Alors pour ceux qui ne seraient pas fans d'économie, je vais faire un bref rappel. Qu'est-ce que l'inflation? C'est tout simplement la hausse générale du niveau des prix. Par exemple, si tu as une baguette qui coûte 1 euro et que en l'année 2022, tu as 2% d'inflation, bah en 2023, cette baguette coûtera 1,2 euros, enfin 1 euro et 2 centimes, pardon. Donc voilà, ça crée évidemment une perte de la valeur de la monnaie, donc une perte du pouvoir d'achat, parce qu'avec 1 euro, tu peux plus acheter ta baguette, alors que tu pouvais l'acheter l'année précédente. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation des pauvres et l'inflation des riches. Qu'est-ce que j'appelle l'inflation des pauvres? Ben, c'est tout simplement celle qu'on te donne dans les médias mainstream. Tout le temps qu'on te parle d'inflation, on va te dire la Banque Centrale Européenne a pour mission de maintenir l'inflation en dessous de 2% par an, et c'est à peu près ce qu'elle fait, en tout cas si on s'intéresse à l'inflation des pauvres. Là tu vois que je t'ai mis un tableau qui retrace l'inflation de 2004 à 2024, et tu vois qu'elle est souvent voilà, autour de 2%, parfois même tu vois quasiment de 0. Bon là avec le Covid elle est montée à 5%, 4%, mais si on fait la moyenne, je crois qu'on était à 1,9% d'inflation par an sur les 20 dernières années. Alors, comment, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'INSEE, ils vont établir ce qu'on appelle un panier moyen pour calculer ce que j'appelle l'inflation des pauvres. C'est un panier type qui représente en fait l'ensemble des biens et services que vont consommer le ménage français moyen, quoi, le monsieur tout le monde. Donc dedans, tu auras des produits alimentaires, des produits, enfin ils vont regarder le coût des transports, des loisirs, de la santé. Ils vont prendre au total à peu près 1000 biens, et à partir de tous ces biens que consomment la majorité des Français, eh bien ils vont faire le calcul de l'inflation. Mais on va comprendre pourquoi il est également intéressant de s'intéresser à l'inflation que j'appelle des riches. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le panier moyen de l'inflation des pauvres, c'est-à-dire la baguette de pain, les courses chez Carrefour, l'essence, tout genre de choses, bah tout ça, ça ne représente qu'une mineure partie des dépenses des gens qui sont très aisés. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu gagnes 100 000 balles par mois, bah tes dépenses en courses, ça représente qu'une toute petite partie de tes dépenses, et même s'il y a 10% d'inflation sur tes courses, bah en fait, ça représente que dalle, quoi. Parce que voilà, peut-être qu'en étant aisé, tu vas consommer des produits plus qualitatifs, peut-être même que tu vas prendre un chef, mais au bout d'un moment, tu vas pas consommer pour 50 000 balles par mois de bouffe. Au bout d'un moment, une fois, enfin voilà, il y a tout un tas de dépenses qui sont un peu, qui s'étendent pas à l'infini, quoi. Ce que je veux dire par là, et tu vas comprendre où je veux en venir, c'est que l'inflation que subissent la majorité des gens, c'est-à-dire l'inflation des pauvres, bah l'inflation des riches, les riches, pardon, eux, ne la ressentent pas du tout. Parce que dans tous les cas, peut-être que ça va augmenter leurs dépenses de 300, 400 euros par mois, ce qui est beaucoup quand tu gagnes 2000, 2500 euros par mois, ce qui est le salaire moyen des Français, mais quand tu gagnes 100 000 balles par mois, en fait l'inflation des pauvres, t'en as absolument rien à foutre. Mais du coup pour ces gens-là, pour l'inflation des riches, pour la classe moyenne finalement, tu vas voir où je vais en venir, eh bien l'inflation est beaucoup plus forte. Je vais te donner quelques exemples. Tu vois par exemple, là je t'ai pris l'exemple d'une chambre au Plaza Athénée à Paris, bah tu vois qu'en 2015, grosso modo, tu pouvais avoir une nuit autour de 1000 à 1200 euros par nuit, pardon. Actuellement en 2025, on est plutôt sur du 2000 voire 2500 euros la nuit. Ce qui fait qu'en l'espace de 10 ans, la nuit a doublé de tarif. Ça fait une inflation à près de 7% par an. Donc c'est beaucoup plus que les 2% de l'inflation des pauvres. Je te donne d'autres exemples, tu vois, sur des sacs Chanel qui fait 49% en l'espace de 2 ans. C'est énorme. Une Porsche 911 qui fait 20 à 30% en 3 ans. La Rolex qui fait 10 à 20%. Les jets privés qui font 25% à 40% depuis 2021. Les biens immobiliers de luxe qui font 30% en 4 ans. Le billet en classe affaires qui fait 40%, et bref tout ça sont des dépenses qui finalement sont assez représentatives donc, de chez les gens qui gagnent beaucoup, contrairement à les courses chez Carrefour quoi. Alors finalement ce qui se passe, c'est que le taux d'inflation réel pour les gens aisés, il n'est pas du tout à 2% par an, il est plutôt autour de 10%, ou en tout cas au bas mot 5-10%, peut-être même 15% par an. Alors c'est absolument énorme, et ça c'est lié à un concept simple, c'est parce que ce sont des biens pour lesquels la demande est inélastique. Si la chambre Plaza Athénée
payer double de prix, bah, généralement la demande ne baisse pas, parce que dans tous les cas c'est un bien de luxe, et ce sont des gens très aisés qui y vont, et finalement eux, enfin voilà, ils vont pas aller tous les jours au Plaza Athénée, ils y vont 2-3 fois par an pour se faire un kiff, et que la chambre soit à 1000 ou 2000 euros, ils y vont quand même. Donc finalement ça permet une augmentation forte des prix, alors que la baguette de pain, si du jour au lendemain tu la fais passer de 1 euro à 3 euros, bah plus personne va en acheter quoi. C'est ce qu'on appelle des biens inélastiques en économie. Alors là, tu vas me dire, Maxence, ok, mais là, tu me parles d'une minorité de la population, ce sont des gens très aisés qui gagnent 30, 50, 100 000 balles par mois. Bah en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pendant très longtemps, la classe moyenne pouvait se permettre, dans une certaine mesure, d'accéder aux biens de luxe. Tu pouvais aller dans des bons restos, voilà, de temps en temps, te faire un petit kiff, tu pouvais te payer une belle montre si tu bossais bien, voilà, après un certain temps, etc. Mais le problème, c'est que puisque le diplôme n'est plus la garantie d'un emploi stable et bien rémunéré, puisque également la hausse des salaires n'est pas proportionnelle à l'inflation des riches, c'est-à-dire que factuellement, moi j'ai regardé les chiffres sur l'INSEE. En gros, les salaires, ils suivent à peu près l'inflation, et ça c'est vrai. Mais ils suivent l'inflation des pauvres, pas l'inflation des riches. Ce qui veut dire, enfin, le bilan de tout ça, c'est que ça crée une destruction de la classe moyenne, qui est grignotée petit à petit, et qui vient finalement en fait se mixer avec la classe populaire. Parce que la classe moyenne, pendant très longtemps, voilà, t'étais ingénieur, tu prenais ton 5K par mois, c'était il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins d'inflation, bah honnêtement, avec 5K par mois, tu vivais bien. Aujourd'hui, avec 5K par mois, bon certes, j'ai bien conscience que le salaire moyen des Français est à 2500 euros, donc t'es pas à plaindre, mais factuellement t'es plus le roi du pétrole, et tu peux de moins en moins te permettre de te faire des kiffs, à te prendre une belle chambre d'hôtel, un beau restaurant, etc. Ce qui fait que la classe moyenne vient finalement petit à petit être grignotée. D'ailleurs, il y a une donnée qui est assez explicite, c'est que les 50% des plus pauvres détiennent seulement 8% des richesses en France. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'à moins de faire les grandes écoles du top, à savoir grosso modo le top 3 ou maximum le top 5 des écoles de commerce et le top 5 ou top 10 des écoles d'ingé, bah finalement, t'as plus du tout la garantie d'avoir un avenir confortable, t'as plus la garantie voilà, de vivre confortablement, même si t'as un bac+5 en sortant d'école et de commerce. Alors, on poursuit avec mon troisième point. On va parler d'accélération des cycles. On va parler également beaucoup d'IA dans ce passage. Ça va t'intéresser. Tu vas voir que c'est bon, c'est un peu anxiogène. Hein, c'est pas très rassurant ce que je vais dire, mais c'est intéressant à écouter, quoi. Donc voilà, on va parler des progrès en tech, robotisation, IA, automatisation. On va parler également de l'incapacité du système éducatif à suivre le rythme de la réalité économique, du marché du travail. On va parler de tout ça. D'abord, on va se demander pourquoi est-ce que les cycles s'accélèrent. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as une idée et que tu veux la matérialiser dans le monde réel, je sais pas, tu as un projet entrepreneurial par exemple, bah tu es d'accord qu'entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu vas la concrétiser, la matérialiser dans le monde réel, bah il y a quand même un écart, il y a un laps de temps. Et finalement, tous ces progrès en tech, en IA, en automatisation, tout ce genre de choses, bah ça vient réduire la distance qu'il y a entre ton idée et sa matérialisation dans le monde réel. Par exemple, aujourd'hui, tu peux coder un SaaS c'est un logiciel informatique accessible en ligne, bah avec des outils no-code, tu peux le faire super rapidement. À l'époque, c'était très compliqué, ça nécessitait beaucoup de budget. Aujourd'hui, tu n'as même plus forcément besoin, pour un SaaS assez accessible, tu n'as même plus forcément besoin d'embaucher un développeur, quoi. Je sais pas, tu veux lancer une boutique e-commerce, aujourd'hui en 3 heures, elle est mise sur pattes, quoi. Tu peux créer des contenus sans avoir à les sous-titrer manuellement, sans avoir à couper les blancs au montage, tu as des outils qui le font avec de l'IA. Tu peux aussi les programmer à l'avance ou les poster sans avoir à le faire manuellement. Donc tu vois qu'il y a une réduction de l'écart entre ton idée et sa matérialisation dans le monde réel. Et comment ça se traduit? Eh bien ça se traduit évidemment par une baisse des barrières à l'entrée. On peut tester des idées plus rapidement, plus facilement, on a un feedback qui est quasi instantané du marché, on assiste également à une augmentation des volumes tant sur le plan qualitatif que quantitatif, ça permet aussi à l'individu moyen de faire des choses qui étaient réservées à des gens talentueux ou des gens très expérimentés. Voilà, avant il fallait apprendre le code, aujourd'hui tu as des outils de no-code où tu peux même coder directement avec l'IA en ayant le niveau d'un développeur expérimenté de 2 ans, quoi. Et donc la traduction économique de tout ça, bah, c'est évidemment une accélération des cycles économiques, une sophistication des marchés et une hausse de la concurrence. Donc les compétences deviennent obsolètes beaucoup plus rapidement, les opportunités de marché apparaissent, explosent et disparaissent super rapidement. Avant, quand il y avait une opportunité, quand tu te plaçais au bon moment, tu pouvais profiter de ton opportunité de marché pendant 3, 5, 10 ans. Aujourd'hui, avec les réseaux, l'information, le message passe super rapidement, avec voilà, la baisse des barrières à l'entrée, etc. Dès que tu as une opportunité, 6 mois plus tard, c'est fini, quoi. Donc tu vois, les barrières à l'entrée sautent super rapidement. Et le problème de tout ça,
c'est que le système éducatif, c'est un vrai paquebot. C'est ultra réglementé et un paquebot, c'est difficile à manœuvrer. Donc cette rigidité finalement, toute cette réglementation ne permet pas au système scolaire d'opérer des changements rapides. Et quand on voit qu'avant même l'arrivée de l'IA, le système éducatif avait déjà 10 ans de retard sur le marché du travail, moi je regardais l'autre jour avec un pote en école de commerce, il avait un cours sur le SEO. Sur le SEO Google. Franchement, il y avait 10 ans de retard. Il y avait vraiment 10 ans de retard. Et donc là, avec l'IA où tous les cycles s'accélèrent, et en sachant que là, l'école ne peut pas s'adapter parce que c'est un putain de paquebot ultra réglementé, bah tu te dis, mais bordel, les diplômes seront complètement obsolètes sur des compétences qui auront été remplacées par l'IA depuis 10 ans, donc ça ne fait plus aucun sens. Alors là, on pourrait me faire une objection en me disant, oui, mais Maxence, l'école, c'est pas forcément destiné à rendre les gens compétents. Ce qu'on veut plutôt, c'est départager les gens, identifier les gens les plus résilients, les plus courageux, ceux qui font preuve de bonnes capacités d'apprentissage, etc. Alors, je peux l'entendre, cela dit, ça a quand même ses limites, hein. On l'a vu tout à l'heure, il y a une réalité économique qui existe, hein. Quand tu arrives sur le marché du travail et que tu es complètement déconnecté, et que aussi dans d'autres pays, il y a des gens qui ont des études beaucoup plus pragmatiques, bah ça pose problème. Et puis on l'a vu, la course au diplôme aussi ne garantit plus aux entreprises qui embauchent d'avoir des gens qui fassent preuve de résilience, de bonnes capacités d'apprentissage, de ponctualité, etc. Donc c'est un petit peu ma réponse à ça, quoi. Autre question qu'il faut impérativement se poser, c'est est-ce qu'il est toujours pertinent de faire des études à l'ère de l'IA? Et là, mon vieux, je peux te dire qu'il y a des raisons d'en douter. D'abord, je vais te donner quelques chiffres assez impressionnants. Le modèle GPT-4 a passé l'examen du barreau, et figure-toi qu'il a obtenu un score de 75,7%, c'est-à-dire qu'il était meilleur que 90% des étudiants qui ont passé le test du barreau. Donc ça, c'était pour ce qui était du domaine du droit, sachant qu'en plus, l'expérimentation a été faite en 2023, là on est en 2025, et à la vitesse où tout ça évolue dans le domaine de l'IA, tu sais que tout va très très vite, bah on peut supposer qu'aujourd'hui il serait à peut-être 85% quoi. Pareil dans le domaine de la médecine, une IA de Google a passé un test, un examen médical ultra reconnu aux US, et il avait un pourcentage de bonnes réponses, à 86,5, ce qui est une fois de plus supérieur à la moyenne des étudiants en médecine, et pareil c'est une donnée qui date de 2023, et pour te donner une idée, ce même test en 2022, on était seulement sur 67% de bonnes réponses, donc tu vois qu'il a pris quasiment 20% en l'espace d'un an, donc rien ne nous dit qu'en 2025 il serait pas proche des 100% quoi. D'ailleurs, je vais te partager également une expérience qui a été réalisée auprès de 50 médecins, qui a été publiée en novembre 2024 dans le JAMA Network Open. Et en fait, l'idée, c'était de déterminer qui serait le meilleur pour établir un bon diagnostic sur des cas complexes entre des médecins assistés par l'IA, ou alors l'IA toute seule. Et le résultat est clairement accablant. Quand on est sur de l'IA seule, ChatGPT, on est à un taux de diagnostic correct de 90%. Quand c'est les médecins sans l'IA, on est à 74%. Et quand c'est les médecins assistés par l'IA, on est à 76%. C'est-à-dire que les médecins sans l'IA sont moins bons que les médecins avec l'IA. Et même lorsque l'IA est accompagnée des médecins, ils sont moins bons que quand c'est l'IA toute seule, quoi. Bon, je vais te passer les détails, mais c'est pareil pour la finance, c'est pareil pour la comptabilité. Donc on voit que dès aujourd'hui, d'ailleurs c'est même pas aujourd'hui, c'est des données de 2024-2023, l'IA était déjà quasiment meilleur que nous dans tous les domaines. Alors on peut légitimement se poser la question de est-ce qu'on va pas tout ne va pas se faire remplacer quoi. D'ailleurs tiens, je te partage ça aussi, c'est vraiment surprenant, c'est l'évolution du QI de l'IA entre 2015 et 2025. En fait en 2015 il y avait les premières IA avec Siri, bon en l'occurrence Siri c'était une simple reconnaissance vocale, mais on évaluait déjà son QI autour de 50-60. Ensuite on a eu GPT-3 qui est arrivé, donc avec la première version de ChatGPT, donc entre 2020 et 2023, on était déjà sur des résultats à 80, de 80 à 100 au test de QI. Donc tu vois on se rapprochait, voire on était déjà dans la moyenne humaine. Et en 2024-2025, GPT-4 et les IA multimodales dépassent clairement les humains, avec des résultats entre 130 à 150 quoi. Donc si l'on considère qu'on est passé entre 2015 et 2025 de 55 à 140 de QI, ça fait que l'IA a pris 85 de QI en 10 ans, soit 8,5 points de QI par an, 0,7 par mois et 0,18 points de QI par semaine. Donc c'est juste hallucinant, tu te dis qu'à ce rythme-là, elle aura 200 de QI très rapidement et elle va nous défoncer quoi. Alors là, je sais ce que certains vont me dire, et j'avoue que ça m'agace un petit peu, mais on va me dire non mais c'est pas vrai, l'IA de temps en temps elle fait des conneries, elle m'invente des trucs rien à voir, ou non mais l'IA elle sait pas du tout écrire comme un humain, ou non
non mais l'IA n'est pas créative. Alors effectivement, de temps en temps, l'IA fait ce qu'on appelle des hallucinations, elle peut sortir des trucs de son chapeau, dire des grosses bêtises. D'abord ça tend à être de moins en moins le cas, en l'espace de 3 ans, elle a déjà considérablement réduit le taux de bêtises qu'elle sort. Alors je vais te le dire de façon un peu brutale, mais probablement que si tu trouves ChatGPT pas si intelligent que ça, c'est d'une part parce que tu ne sais pas bien l'utiliser, et d'autre part parce qu'il s'adapte à ton niveau. En fait ce qu'il faut voir c'est que ChatGPT il est complètement bridé, et il existe des manières, des prompts qui te permettent de le débrider, et de faire en sorte qu'il ne s'adapte plus à ton niveau. Parce que ce qui se passe, c'est que ChatGPT, quand il va te répondre, il va te cacher, alors c'est pas vraiment caché volontairement, en fait simplement qu'il va estimer que t'as pas forcément le niveau, ou alors il va estimer que ça va pas forcément t'intéresser de t'apporter certains éléments de réponse. Et donc si tu lui demandes des choses assez communes, bah finalement il va te répondre avec des choses assez communes. Et si tu te contentes de ces réponses assez communes, que tu le challenges pas, que tu prends ces réponses telles quelles, mais il va pas forcément chercher à développer des théories un peu moins mainstream, un peu plus poussées, un peu moins grand public, qui va prendre ce qu'on retrouve sur Google, et donc tu as tendance à penser qu'il est basique tout simplement. Parce que sa mission à lui, c'est simplement de répondre à ce que tu lui demandes. Mais il pourrait ajouter énormément de choses auxquelles tu n'as pas pensé, mais si tu restes dans des choses assez basiques, bah finalement il se contente de te ressortir le basique d'internet. Mais si tu augmentes ton level, que tu le challenges, que tu le débrides, que tu lui fais comprendre que même si t'es pas capable de comprendre sa réponse, même si ça ne semble pas t'intéresser, tu veux quand même bien qu'il développe les réponses, bah là je peux t'assurer que tu serais impressionné de sa capacité à augmenter son level et à sortir des dingueries. Et je vais même te dire une chose, si tu penses, parce que souvent je dis aux gens, tu sais pas bien utiliser ChatGPT, ils me disent si je sais bien prompter. La réalité c'est que non. Je vous assure que non, si tu n'utilises pas au moins 2 heures par jour ChatGPT depuis 3 ans, t'es clairement très mauvais sur ChatGPT. Et si tu l'utilises 2 heures par jour depuis 13 ans, t'as un niveau correct. Mais vraiment juste correct, hein, je peux te l'assurer. Pour avoir un vrai bon niveau sur ChatGPT, honnêtement, il faut prompter depuis des années 5 heures par jour. Il faut être en contact d'autres gens qui font pareil que toi, qui promptent énormément chaque jour. Et tu serais choqué de voir les use cases qu'on pourrait te filer, les nouveaux manières d'aborder, les nouvelles manières de faire. Il y a un nombre d'utilisations tellement infini que même si tu fais ça toute la journée, t'es très loin d'utiliser 1/10 de la puissance de ce genre d'outil, quoi. Alors par contre, il y a quand même quelque chose de vrai, c'est qu'en ce moment, ChatGPT, ça déconne un peu. Je sais pas si tu l'as remarqué, toi aussi. N'hésite pas à me le dire en commentaire, mais depuis 1 mois ou 2, il fait effectivement pas mal de petites bêtises, pour la simple et bonne raison que OpenAI rencontre actuellement des problèmes de coûts, et donc ils ont été, je pense, hein, c'est la déduction que j'en fais, obligés de réduire un petit peu ses performances, parce que ça leur coûtait trop cher. C'est pas voué à durer selon moi, mais voilà, faut le savoir, je serais curieux d'avoir ton avis. Moi j'ai remarqué qu'en ce moment il déconne pas mal, il a perdu un petit peu en intelligence justement, mais ça devrait revenir comme avant. Alors, autre sujet très intéressant, là on va rentrer dans quelque chose d'un peu flippant, on va parler de la super intelligence qui pourrait arriver d'ici 2032. Sam Altman, je le rappelle, c'est le fondateur d'OpenAI, et lui il nous dit que nous aurons développé une super intelligence d'ici 2032. Alors à ce stade, tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'une super intelligence. En fait, tu as un petit peu 3 types d'IA. Tu vas avoir ce qu'on appelle l'IA faible, qui va être simplement focus sur une tâche qui est spécifique. Ensuite, tu vas avoir l'IA générative, hein, l'AGI, ça c'est typiquement ChatGPT qui est capable de comprendre, de raisonner finalement comme un humain quoi, sur à peu près toutes les tâches cognitives. Et enfin tu vas avoir la super intelligence qui finalement est une intelligence qui va bien au-delà de celle des meilleurs humains sur à peu près tous les domaines. Pour te donner une idée, une super intelligence, elle serait capable de résoudre des problèmes scientifiques que l'humanité mettrait des siècles à comprendre quoi. Elle pourrait créer des nouvelles théories physiques ou biologiques révolutionnaires, elle pourrait concevoir des stratégies politiques ou économiques optimales pour des nations entières, elle pourrait optimiser entièrement la recherche, l'innovation, la production, elle pourrait prendre des meilleures décisions que n'importe quel expert humain dans n'importe quel domaine. En bref, si on devait faire une analogie en termes de QI, si un humain très intelligent a 162 QI, une super intelligence, grosso modo, elle en aurait 1000, 10 000, enfin même théoriquement il n'y a aucune limite parce qu'elle n'a pas de contraintes biologiques contrairement à l'humain quoi. Donc grosso modo pour faire simple, si super intelligence il y a, travail il n'y a plus quoi. Alors finalement on pourrait se demander quels seraient les scénarios possibles. On va rentrer dans une partie un peu plus fun, un peu plus... c'est de la spéculation, hein, mais c'est des théories qui sont avancées par des gens, par les plus gros experts au monde dans ce domaine. Donc c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui pourrait se passer finalement s'il n'y a plus de travail et s'il y a une super intelligence qui arrive quoi. On va développer un petit peu 3 scénarios. Je voudrais commencer par parler d'une chose.
Ça, je l'ai pompé sur une vidéo de Tuganbara, c'est assez intéressant. En gros, ça nous donne la composition actuelle des revenus des ménages aux États-Unis. Tu vois qu'il y a 60% des revenus qui proviennent du travail, 20% du capital et grosso modo 20% des transferts sociaux, en gros, de l'État. Finalement, quand tu sais que le travail pourrait être amené à disparaître si on a une super intelligence, ça voudrait dire que 60% des revenus des ménages dégageraient complètement. Enfin bref, même en réalité, tout ça serait complètement chamboulé. Donc finalement, il y a un gros challenge qui se pose. C'est à quoi vont servir les humains? Qu'est-ce qu'on va foutre si on n'a plus à travailler, quoi? Alors il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier, ça va être le scénario un peu Elon Musk. En gros, l'idée, c'est que pour faire face à l'IA, on pourrait créer des humains augmentés en les fusionnant avec l'IA. En gros, l'idée, ce serait d'implanter des puces chez l'humain pour nous fusionner avec l'IA. C'est d'ailleurs déjà ce qu'il commence à faire avec son projet Neuralink. Et donc finalement, on serait des humains évolués qui bosseraient en parallèle de l'IA pour finalement lui faire concurrence. Et donc à ce moment-là, il y aurait une évolution du travail qui deviendrait finalement une extension de la pensée, une nouvelle forme d'expression, mais pas vraiment une nécessité, quoi. Je pousse volontairement pas énormément tous les scénarios dans la mesure où je suis pas expert de la question, on est sur de la spéculation, voilà. Ensuite, deuxième scénario, le scénario chaotique. On rencontre un problème d'alignement. Le problème d'alignement, c'est en gros, l'idée c'est que si tu as des IA qui sont beaucoup plus intelligentes que toi, l'idée c'est d'arriver à les piloter de sorte à ce qu'elles servent l'intérêt humain. Sauf que si tu perds le contrôle et qu'elles reprennent le contrôle et qu'elles se mettent à buter l'humain, bah c'est ce qu'on appelle le problème d'alignement. Et là en gros, on est tous morts, quoi. En gros, c'est une incapacité de l'homme à mettre l'IA au service de l'humain, on perd son contrôle, et là, en gros, c'est la fin de l'humanité. Alors là, tu vas me dire, ouais, non, mais tu plaisantes, je sais pas quoi. Sache quand même que les plus grands experts de l'IA au monde donnent une prédiction entre 10 et 30% pour que ce scénario se produise. Et je te parle pas de cancre, hein, je te parle vraiment des personnes les plus talentueuses sur ces questions. On peut citer Eliezer, qui est un chercheur en IA, fondateur de Miri, Nick Bostrom, qui est l'auteur de Super Intelligence, on a Geoffrey Hinton, qui est un pionnier du deep learning, qui a travaillé chez Google. On a également Sam Altman qui est le PDG d'OpenAI, donc il n'y a pas mieux placé que lui pour parler d'IA. On a Elon Musk, Stuart Russell, etc. quoi. Donc voilà, je dis pas que c'est ce qui va se produire, c'est pas forcément ma conviction personnelle. Par contre, on ne peut pas totalement exclure cette théorie, quoi. D'ailleurs, en 2023, il y a une lettre qui a été signée par plus de 1000 experts, dont Musk, Altman, etc. Et en gros, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on mette en suspens les progrès dans l'IA pour la simple et bonne raison qu'ils considèrent que la réduction du risque d'extinction due à l'IA devrait être une priorité mondiale au même titre que les pandémies, les guerres nucléaires, etc. Voilà, c'est pas très joyeux, mais je voulais te le partager. Scénario numéro 3, l'IA pourrait nous analyser et nous attribuer un rôle. Voilà, elle pourrait nous connaître par cœur, nos qualités, nos défauts, nos goûts, nos peurs, nos compétences, nos talents, nos faiblesses, etc. Donc, à partir de tout ce qu'elle sait de nous, elle pourrait nous attribuer un rôle spécifique, conçu sur mesure, hein, qui nous plairait parfaitement. Et donc, à ce titre-là, on serait plus forcément valorisé pour notre travail, mais pour d'autres formes de contribution à la société. Voilà, difficile d'imaginer quoi exactement, mais tu vois, aujourd'hui, dans la société, on est quand même vachement focalisé sur le travail, on est vachement valorisé sur notre travail, mais si l'IA est plus forte que nous partout, et bien finalement, on pourrait avoir d'autres formes de contribution et être valorisé sur d'autres choses, je sais pas, notre capacité à rendre heureux notre entourage, tout ce genre de choses, quoi. Et donc, tu vois, finalement, l'IA, en te connaissant parfaitement, elle pourrait t'attribuer un rôle qui te convient. Donc, si toi, t'es pas un crack, t'es pas un génie, t'as pas énormément de talent, etc., bah, il va te mettre agent du bonheur, quoi. À la limite, il va te dire happiness manager, histoire de pas trop te vexer, mais grosso modo, il pourrait te donner ce rôle-là. Bref, c'est pas très joyeux, je te l'accorde, mais tout ça sont des réflexions intéressantes qui poussent à se demander si un diplôme est toujours pertinent. Se lancer dans des études aujourd'hui, c'est toujours pertinent. D'ailleurs, c'était le fondateur de Doctissimo qui a fait HEC et Sciences Po et je ne sais plus combien de grandes écoles, qui le dit lui-même, et il inscrirait pas ses enfants en études, quoi, ou du moins pas des longues. Je voudrais qu'on parle d'un quatrième point extrêmement intéressant, c'est le coût d'opportunité de faire des études. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une hausse constante du prix des études. Pour te donner un ordre d'idée, depuis 2009, HEC, c'est une hausse de 105%. C'est passé de 32 900 € pour 3 ans à 67 400. La moyenne des écoles de commerce, d'ailleurs, a fait sur cette même période une hausse de 116% et 43% pour le top 3, donc HEC, ESSEC, ESCP, depuis 2015. En revanche, les salaires, eux, ils n'ont pas du tout augmenté dans la même proportion. C'est-à-dire qu'on est sur une augmentation, tu vois, de 105% entre 2009 et 2024 pour les frais de scolarité, contre une augmentation 3 fois plus basse, c'est-à-dire de seulement 32% pour les salaires de sortie. Donc ça pose un vrai problème. D'autant plus qu'il faut le voir également, mais quand t'es inscrit dans des écoles de commerce comme ça, etc., au-delà des frais de scolarité, souvent t'as un logement, t'as tout ce qui est alimentation, transport, qui a vite fait de te coûter 1000 à 1500 € par mois.
Ce qui peut engendrer également des prêts étudiants allant de 40 à 60 000 euros, souvent contractés sur plusieurs années. Donc quand tu vois que l'école de commerce sur 5 ans, elle te coûte 50 à 75 000 balles et que s'ajoute à ça 1000 à 1500 balles par mois de frais de vie, logement, alimentation, transport, etc. Quand tu vois que les salaires de sortie ne suivent pas du tout, d'ailleurs j'ai une donnée intéressante, entre 1996 et 2023, le salaire moyen des cadres n'a augmenté que de 0,5% et que de d'1% pour les professions intermédiaires. Par contre, tu vois que c'est près de 11% pour les employés et près de 16% pour les ouvriers. Donc ça traduit d'ailleurs une fois de plus le grignotage de la classe moyenne, quoi. Alors, on pourrait me dire quand même, les frais de scolarité, ils augmentent sur 5 ans, alors que ton salaire de sortie, il augmente pour toute ta carrière. C'est vrai. Faut quand même se dire que si les frais de scolarité, ils augmentent 3 fois plus vite que les frais, que le salaire de sortie, au bout d'un moment, il y a un point d'inflexion, et c'est pas bon, quoi. Et puis le piège aussi dans tout ça, c'est que tu vas mettre à peu près 10 ans à amortir le coût de tes études, peut-être un peu moins si tu sors d'HEC, quoi, mais ça représente pas tout le monde, donc c'est quand même vachement long. T'as parfois des prêts à rembourser, donc tout ça c'est une perte de flexibilité, et c'est une motivation finalement à ne pas prendre de risques. Si t'as un prêt à rembourser, que t'as 10 ans devant toi pour le rembourser, t'as pas forcément envie de prendre le risque de lancer ta boîte, de changer de taf, etc. Donc finalement t'es un peu emprisonné dans une voie qu'on t'a obligé à prendre, et ça c'est vraiment pas terrible, quoi. Alors à présent je voudrais rentrer dans des choses un peu plus personnelles. Pourquoi est-ce que moi j'ai quitté mes études d'économie à l'université Panthéon-Assas alors même que j'étais bon élève, au-delà d'un petit peu tous les constats que j'ai pu faire jusqu'à présent, quoi. Alors je vais pas énormément développer sur ces points dans la mesure où ça dépend de mes goûts personnels, de mes choix personnels. Ça intéressera peut-être ma communauté la plus fidèle, la plus active, ou éventuellement quelques curieux. Mais voilà, d'abord j'ai un désir brûlant d'entreprendre depuis très jeune. Ça c'est une évidence. J'ai eu j'ai eu mes premières expériences entrepreneuriales très jeune, et moi je ressens clairement une perte de sens quand je suis pas aux commandes de ma vision. Alors bosser pour quelqu'un d'autre c'est toujours assez compliqué pour moi. Ensuite j'ai une profonde incapacité à me conformer. Je me sentais clairement pas à ma place dans mes études et je me vois pas du tout avoir à me conformer aux attentes qu'on m'impose. Voilà, j'ai aucune expérience salariale, je n'ai jamais fait un job salarié, j'ai simplement fait un petit stage de 3 semaines chez un expert comptable qui m'a pas du tout plu. Alors pourtant ils étaient adorables, hein, j'ai été super bien accueilli, mais ça a confirmé que c'était vraiment pas pour moi, et sans même avoir eu aucune expérience salariale, je sais que je suis profondément incompatible avec ça. J'ai besoin d'avoir mes visions, mon plan, etc., quoi. Faut savoir aussi que ce qui me stimule, c'est de rencontrer des gens foutrement intelligents. Rencontrer les gens les plus compétents de leur domaine, et ça coûte extrêmement cher. Ou alors, faut avoir eu des accomplissements qui sortent un petit peu du lot, de sorte à pouvoir les intéresser, à pouvoir sympathiser avec eux, avoir des discussions. Mais sinon, c'est des gens, si tu veux payer 1 heure de discussion avec eux, c'est le genre de discussion extrêmement stimulante et qui te font progresser énormément, ça coûte 1000 balles ou 10 000 balles de l'heure, quoi. D'ailleurs, c'est un peu mon point suivant. Si je me suis lancé à mon compte, c'était clairement pour casser les plafonds de verre qu'on retrouve par la voie salariale. C'est très difficile, d'autant plus qu'on l'a vu, la classe moyenne aujourd'hui est grignotée de plus en plus. Donc même aujourd'hui avec 5-10 000 balles, en vue de l'inflation, en vue de la conjoncture économique, t'es plus le roi du pétrole et ça n'ira pas en s'améliorant. Donc voilà, l'idée était pour moi de casser ces plafonds de verre. Il y a une forte inflation. J'ai aussi un peu une unpopular opinion, c'est que les choses simples sont celles qui coûtent le plus cher. Moi j'ai clairement pas pour projet de m'acheter une Lambo ou ce genre de choses. J'ai plutôt envie de m'acheter des expériences, des rencontres, je te l'ai dit, avec des gens foutrement intelligents dans leur domaine. Je veux aussi lancer des projets qui sont stimulants, et bien souvent qui dit projet stimulant ou projet impactant, ça nécessite des moyens, même si parfois il y a des projets qui partent de rien et c'est des très belles success stories. Mais si on est un peu réaliste, souvent pour lancer des projets, il faut quand même un minimum de moyens et donc avoir une activité qui génère un peu de cash flow. Dernière chose, c'est évidemment un désir profond de liberté, je dirais même d'extrême liberté. Je veux faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je veux pas avoir l'impression d'habiter, je veux simplement être là où je veux être, donc ça nécessite évidemment d'avoir une complète mobilité géographique. Et la mobilité géographique est quelque chose de très important, surtout dans un contexte imprévisible comme le nôtre, et donc il y avait une nécessité, c'est aussi pour ça que j'ai choisi une activité digitalisée en ligne qui me permet de me barrer quand je veux à n'importe... Oula, j'ai shooté le micro, excusez-moi. Je disais donc qu'il me permet de me barrer où je veux, quand je veux, avec qui je veux, sans avoir de contraintes géographiques, quoi.
Et puis aussi, c'est un petit peu cliché, mais je me dis quand même que j'ai qu'une seule chance ici-bas, et je me vois pas trop faire quelque chose de moyen, quelque chose qui ne me stimule pas, quelque chose qui ne me plaise pas, donc j'ai quand même pour conviction de faire quelque chose de beau, de grand. Alors, beau et grand, c'est propre à ma définition, c'est peut-être moche pour mon voisin, peu importe, mais disons que je veux accomplir ma petite vision, quoi. Voilà, j'en profite pour vous inviter à rejoindre mon Telegram, c'est des sujets que je peux aborder plus en détail. Globalement, je m'adresse à des entrepreneurs du web qui veulent développer leur activité, développer leur réseau et trouver des clients. Et moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Est-ce que vous mettriez vos enfants en études si vous avez le choix? Ou est-ce que vous pensez peut-être arrêter vos études, continuer? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je pense qu'il y a des débats intéressants qui peuvent s'ouvrir dans l'espace commentaire et je vous dis à la prochaine.